Le décompte a dit... Ah, hop, micro, je le rapproche. Le décompte a dit qu'on pouvait y aller. C'est parti. Donc déjà, merci à vous d'être aussi nombreux présents pour une présentation. On va parler de data, de Postgres, de SQL et de tout ce qui fait que cet outil qui a révolutionné un petit peu l'industrie de mon point de vue, va vous aider dans votre développement de tous les jours avec toutes ces features. Mais démarrons. PG a démarré au milieu des années 70 avec Michael Stonebraker qui bossait sur un projet, un ingénieur talentueux, et je vais retourner, hop, je rapproche le micro, je vais retourner sur les bancs de la fac pour travailler en tant qu'enseignant-chercheur avec des personnes très talentueuses pour créer quelque chose de différent, de nouveau, qui n'avait pas été fait dans l'industrie à l'époque. Et ça a donné Postgres. Postgres, son nom vient de post, quelque chose après, et Ingress, le produit d'origine sur lequel il travaillait, qui marchait en prod et tout, qui allait bien. Et à l'époque, vous l'imaginez bien, mettre le nom de l'année dans les noms des produits, c'était Fame, donc Postgres 95. Derrière ça, 96, il y avait une nouvelle hype qui arrivait, c'était le SQL qui venait d'apparaître. Le support du SQL était enfin là, donc Postgres SQL, et tant qu'à changer de nom, changer de numéro de version, ça devient V1. Ouais, mais on avait quand même pas mal d'héritage, de choses qui existaient, parce que le projet a été démarré dans les années 80, donc l'année d'après, PostgreSQL V6. Et je vous promets, après ça, ils ont arrêté les conneries, et depuis, on a un système de versionning assez stable. Pour me présenter, je m'appelle Kevin, je suis Google Developer Expert sur la partie Cloud et Kotlin. Je crée du code et je le déploie en prod, ça a de la valeur de le faire. Fan de la CI de GitLab, contributeur open source et disponible sur beaucoup de plateformes pour discuter de ça, de Cube et de plein d'autres choses. Mastodon, ma préférée, c'est open source bien sûr. Ça tourne sur PG, Mastodon. Et Blue Sky aussi. Intéressant. Le troisième, on va commencer par l'oublier, hein, mais je suis dispo au cas où. Et à côté de tout ça, je bosse chez Gradle. J'ai rejoint Gradle parce que j'aimais beaucoup le build tool que vous connaissez certainement, mais je bosse pas sur le build tool. En fait, je bosse sur une émanation de ça qui est notre leitmotiv interne, rendre les développeurs heureux. C'est super bien parce que déjà quand on y bosse, on dogfood notre propre user experience, mais surtout on essaye d'améliorer la nôtre. Nous, on croit à ce qu'on appelle le Developer Productivity Engineering. C'est le mot un peu pompeux pour votre développeur expérience. Et on a créé un livre blanc que vous pourrez télécharger, vous aurez les slides après si vous voulez. Et on a mis en place un outil. Vous avez une version SaaS gratuite pour l'instant, un produit qui s'appelle Develocity, qui a vocation à évaluer votre qualité d'expérience de développement avec des métriques comme quelle est la tâche de compilation qui prend le plus de temps, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour l'améliorer, est-ce que vous allez pouvoir utiliser du cache distribué, on le met à disposition, est-ce que vous allez pouvoir runner qu'une partie des tests en fonction de ce que vous avez changé dans votre code base, est-ce qu'on va pouvoir analyser qu'est-ce qui est flaky, où ça marche, où ça ne marche pas. Parce que si vous ne mesurez pas les choses, vous allez généralement optimiser des choses qui marchent peut-être déjà très bien. Donc vraiment, un super outil compatible Gradle, Maven, Bazel, SBT, NPM, pip côté Python. Donc quand même pas mal de choses. Et cet outil énormément utilise le SQL. SQL pour Structured Query Language. Le SQL, c'est un langage par son appellation, mais en fait, c'est plus une norme, parce qu'il y a une spec derrière. Vous pouvez payer et télécharger, un peu comme toutes les specs, et voir comment ce langage fonctionne. Mais vous allez utiliser des implémentations de ce langage dans Postgre, dans SQL Server, dans MySQL et autres. Et je suis encore très heureux, j'ai parlé de 1970 tout à l'heure, aujourd'hui le SQL, c'est plus vieux que moi, et parler de quelque chose de plus vieux que moi-même en conférence, quand on parle beaucoup de hype, ici c'est totalement l'inverse. 86, la première itération, mais la dernière, 2023. Donc si vous êtes resté bloqué, ou vous connaissez des gens qui sont restés bloqués à la version 92, là, les SQL 92 ensemblistes, vous avez loupé 6 versions. Hein. Donc il y a des choses qui ont évolué, des choses que vous avez loupées. Donc clairement, se tenir à jour sur les versions de ce que permet le langage SQL et vos moteurs SQL, c'est important. Et s'il y a une chose que vous devriez mémoriser de cette presse, j'espère plus, mais une seule, c'est n'oubliez jamais l'ordre. Le langage SQL est un langage déclaratif. Vous dites ce que vous voulez et le système va le faire pour vous. Ce n'est pas de l'impératif où vous mettez des if-else et c'est exécuté ligne à ligne. Donc en fait, contre-intuitif, la première étape qui va être interprétée par le système, c'est le from join. C'est seul d'ailleurs qui va loader de la data depuis le file system.
Tout le reste ne va faire que transformer de la data. Des filters, des maps, des reduce qui s'appellent différemment, select, where, distinct, peu importe. L'idée, c'est juste un pipeline de transformation de la data pour avoir votre résultat tabulaire en fin de requête, voire même une valeur true ou false. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet ordre-là. Moi, je recommande même à des devs qui débutent de mettre ça en fond d'écran sur leur ordi. Donc comme ça, en un raccourci, ils savent interpréter les choses et ils n'optimisent pas des requêtes qui sont juste inoptimisables parce que ils veulent filtrer des trucs avec un select sur quelque chose qui est arrivé avant avec un where. Ça ne peut pas marcher. Dans cette presse, j'ai choisi de suivre une petite recommandation, d'arrêter de crier quand vous faites du SQL. Tout ce uppercase là, c'est parce que c'était dans les années 70. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle le lowercase. On a de la coloration syntaxique, on a des IDE avancés, donc usez-en, abusez-en, c'est plus simple et on n'a pas l'impression de se faire gueuler dessus par notre IDE. Tout dans cette presse sera fait comme ça. Et pour une bonne SQL, il faut une bonne database SQL. Donc j'ai choisi la Sakila Database. C'est une database métier partagée par beaucoup de monde, de MySQL, SQL Server jusqu'à PG, qui représente le domaine métier d'un truc qui n'existe plus, un vidéo club. Merci Netflix. Il y a pas mal de choses sur les médias, les films, les acteurs et compagnie, mais aussi sur les clients, l'inventaire, le staff, les franchises, les enseignes, les stores. Ça permet d'avoir un modèle commun quand on discute entre personnes pour dire voilà comment je peux utiliser ce super opérateur. Donc ça, c'est l'exemple qu'on va utiliser tout au long de cette présentation. Pour démarrer, les common table expressions. Vous avez tous travaillé avec des requêtes qui ressemblent à ça. Vous savez ce truc imbriqué là, où vous êtes obligé de lire depuis le milieu, déjà pour commencer à comprendre de quoi on parle, et ensuite vous remontez vers les bords, et c'est contre-intuitif, c'est du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le bas, c'est galère. En fait, c'est l'équivalent du callback L qu'on a dans plein de langages de programmation. Là, on l'a dans le SQL. C'est la même chose avec ce bout de code, ça pourrait être de Java ou du JS ici. Là, c'est super dur de dire quelle est la signature de chacune des méthodes. En fait, si je l'écris comme ça, d'un coup, vous voyez un peu plus clair. Et pourtant, dans le coup d'avant, on avait des parenthèses colorées qui normalement doivent vous aider. Là, en fait, j'ai fait quelque chose, j'ai refactoré mon code. La common table expression, elle va vraiment aider à améliorer la lisibilité en premier lieu. Cette lisibilité, elle va être faite en extrayant la partie qui était au milieu, là, qui était dure à voir, dans un bloc supérieur. Il pourrait même en avoir n, des blocs comme ça, qui créent des tables intermédiaires de travail, des résultats intermédiaires pour nous. Et derrière, la table terminale qui va être celle qui va produire le résultat tabulaire généralement que vous allez imprimer sur la sortie standard. Donc là, on a vraiment séparé les choses. Mais puisque, comme dans le langage Java tout à l'heure que j'ai utilisé, il va falloir extraire quelque chose, quand on extrait, il faut le nommer. On va avoir le même problème et le même avantage du nommage. C'est-à-dire que là, c'est à vous de choisir un nom correct. Ici, Documentary Runtales va être utilisé pour cette table intermédiaire et je vais l'utiliser dans ma query terminale. Qu'on soit clair, quand vous développez, vous ne lisez pas l'implémentation de la fonction substring à chaque fois que vous l'utilisez, parce que le nom est clair. Là, si vous choisissez un nom correct pour cette table, potentiellement, en tant que dev, moi, je vais quasiment jamais lire les trucs qui sont en haut là. Si le nom ici est assez parlant sur à quoi sert cette étape intermédiaire, je vais juste me focaliser sur la partie du bas. Je ne sais même pas si c'est une vraie table ou une table intermédiaire, je m'en fous. C'est juste un bon nommage. Et encore une fois, comme c'est un langage déclaratif, ce qu'on va écrire ne va pas être ce qui va être exécuté. Donc là, on gagne sur l'exécution. Si vous avez 3 common table expressions et que ces 3 CTE n'ont aucun état partagé, en programmation, on dirait exécuter ça en parallèle. Là, vous n'avez pas à écrire ce parallélisme. Le moteur va le déduire tout seul dans son query plan et le paralléliser pour fournir à votre requête terminale les éléments qui vont bien directement. Et donc, vous avez gagné du temps. Donc, aujourd'hui, PG n'est pas le meilleur sur cette partie-là. D'autres, comme Oracle, vont être un peu mieux. Mais ce que vous écrivez aujourd'hui va s'améliorer sans aucun changement dans votre code au fur et à mesure des versions de PG. Donc, montez à jour vos PG. C'est généralement une bonne pratique. Et donc là, on voit encore un avantage sur ce point-là. Switchons. Les Window Functions. Les Window Functions, c'est, je pense, dans les 25 dernières années, l'un des plus gros changements dans le monde SQL. C'est tellement un gros changement que c'est quelque chose qui a été ajouté au pipeline de traitement. On n'a pas beaucoup d'étapes qui ont été ajoutées depuis la création du SQL. C'est quasiment la seule. Donc là, on va voir en quoi ça peut être utile. Si je vous demande,
en gérant, si vous connaissez la notion des ratings aux US, c'est comme notre -16, -18 et compagnie chez eux. Dans notre table, je veux le nombre de films par rating. Donc un film n'a qu'un seul rating. Combien il y en a? Bah, généralement, SQL 101, vous faites un group by. Ça marche, il n'y a qu'un rating par film. Ok, on va avoir ce résultat, donc avec PG, avec 194. Cool. Mais ça, ce group by, hein, il a un gros problème. Il est destructif. Ça veut dire que la donnée qui se cache derrière ce 194, vous ne savez pas ce qu'il y a. En fait, chaque ligne a été transformée en 1, et à la fin, on a fait juste 1 plus 1 plus 1, autant de fois qu'il y avait de lignes comptées. Donc on ne sait plus ce qu'il y a dans ces numéros derrière. Donc si je vous demande, sur la même requête, retourne-moi en plus le nombre de films global, soit vous allez faire un union avec une autre requête, déjà on parle d'autres requêtes, soit vous allez être obligé, peut-être même dans votre code applicatif en mémoire, de faire la somme parce que votre modèle s'y prête. Mais on voit qu'il y a une petite limite là-dedans. Les window functions vont pouvoir aider, et principalement ici, la fonction filter. Alors ce filter, on va l'utiliser de la manière suivante. Alors tout d'abord, je voulais tous les films, on va se concentrer là-dessus. Count étoile as all. Vous connaissez tout ça, il n'y a rien à expliquer. J'ai bien le résultat avec les 1000 films de ma database. Cool. Mais derrière, je vais avoir ce count étoile, et derrière, je vais avoir un filter. Filter, entre parenthèses, un prédicat. Ce prédicat, c'est celui que vous connaissez déjà quand vous écrivez des where. Vous savez, à la fin, là, après le from. C'est exactement la même syntaxe, ça ne sert à rien de réinventer un truc quand on en a un déjà. Donc, vous allez pouvoir mettre un prédicat. Ici, je mets le prédicat en fonction du rating en question. Et vous voyez que le résultat est exactement ce que j'attends. Ça a filtré et ça a généré chacun des ratings avec le nombre. Les nombres sont les mêmes ici, mais j'ai à la fois et en une seule ligne le nombre total et le nombre de ratings de films par rating. Mais j'ai gardé cette information entre les ratings puisque je ne passe qu'une fois sur toute ma table. Good, ça marche dans ce cas-là. Mais si je vous demande quelque chose d'un peu plus compliqué, cette fois-ci en fonction de la durée d'un film. La durée d'un film, un film de plus de 3 heures, bah c'est aussi un film de plus de 30 minutes. Et ça, avec des group by, bonne chance. Ça peut être très compliqué. Bah là, c'est juste la même chose. Mon prédicat, je vais juste le changer avec les combinaisons qui vont bien pour avoir mon groupe qui correspond. Et en fait, on n'est pas obligé de se limiter à un seul prédicat et à un seul champ. Je peux tout grouper dans la même requête, et techniquement, même PG va améliorer ça, puisqu'il va lire toutes les lignes et pouvoir mettre les objets dans chacune des colonnes en une seule passe. C'est encore mieux. Et en tant que dev, vous n'avez qu'un aller-retour, vous n'êtes même pas obligé de gérer des curseurs qui vont représenter la position dans la table, le résultat que vous lisez. Vous avez tout en une seule passe. Donc vous améliorez votre code, le nombre de round trip avec la DB, et potentiellement même ce que vous pouvez faire en une seule passe. Donc vraiment top. Une autre window functions que j'aime bien utiliser, alors généralement je l'utilise quand les sont un peu pourris, parce qu'il y a eu des problèmes, et on va le faire avec un cas d'exemple qui correspond exactement à ça. Je vais créer une table, film with duplicates, vous imaginez bien qu'on va foutre le bordel dedans. Je vais faire un insert où je vais insérer la totalité de mes films, cool, et derrière je vais faire une union où j'insère 40 films au hasard. Donc j'aurai pas plus de 2 fois le même film, même si ça marcherait quand même, mais je vais juste prendre 40 films random et je vais les mettre dans ma table en plus des 1000 premiers. Bon, on aura des duplicats. Le système va forcément contenir une duplication. Si je fais ma requête, j'ai bien 1040 films. Résultat attendu, rien de surprenant. Si je regarde déjà les films qui existent, bah, j'ai Adaptation Halls qui apparaît déjà dès la première page. Et là, on voit que bah, si je fais un group by pour savoir lesquels sont dupliqués, je vais me retrouver à perdre la colonne qui est ici, l'ID. Mais généralement, c'est cet ID qui nous importe parce qu'on veut supprimer l'ID le plus haut, l'ID qui est le duplicat. Donc quand on fait de la reprise de données, c'est quelque chose qui nous est très pratique. Et c'est là que RowNumber entre en action. Je vais pouvoir écrire une requête qui ressemble à ça, avec donc RowNumber qui est une window functions. Si je l'utilise juste avec RowNumber comme ça, sans la suite sur ce slide, la seule chose bête et disciplinée que RowNumber va faire, c'est mettre un RowNumber sur chaque ligne. Il va commencer à 1 et finir à 1040 en ayant numéroté toutes les lignes. Ça ne sert à rien. Mais je vais pouvoir utiliser ce over avec une partition. En fait, c'est des blocs, je vais lui dire de faire. Ici, je le fais par titre et je vais lui dire, OK, à chaque fois que tu vois un titre,
tu mets 1, 2, 3, 4, bon, là il y en aura que 2, et si le titre change, tu resets et tu remets 1 au coup d'après. Vous voyez le résultat à droite, on commence à voir le nombre de duplications d'un film. Derrière, je mets ça dans une command table expression qui peut aussi faire des deletes et je lui dis tu deletes seulement ceux qui ont le duplication times supérieur strictement à 1. Je vais supprimer les 40 entrées qui m'ont posé problème en une seule passe. Et dans ces partitions, vous pouvez mettre des ordres et autres sans aucun problème et tout ça en une requête SQL. C'est vraiment très pratique. Ok, on a vu ça. Maintenant, si je vous demande, on va sortir des Window Functions, je souhaiterais avoir les 3 dernières locations de films qui ont été faites dans mon vidéo club pour chaque film. Comment on fait ça? On vient de voir Round Number, on va pouvoir faire ça peut-être. On va sélectionner, donc là je fais toutes mes jointures techniques pour avoir tout dans un même modèle, donc je fais une grosse belle jointure. Et derrière, je vais lui dire, bah, tu numérotes avec les Round Number, tu mets de 1 à N jusqu'à la dernière location, et à chaque fois tu resets, à chaque fois que tu changes de film. Cool. Et puis je vais dire, ok, ça c'est bon, j'ai tout numéroté, je les ai ordonnés comme il faut. Tu vas filtrer que ceux qui contiennent 1, 2 et 3. C'est les 3 dernières. Alors je vois certains qui prennent des photos, c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne manière de faire. Mais ça marche, j'ai exactement le résultat que je veux. Mais en fait, vous remarquez que j'ai loadé l'intégralité de la DB, j'ai numéroté tout ça, je l'ai filtré pour afficher que 3 trucs. Un peu chiant. En vrai, c'est parce qu'encore une fois, le SQL, c'est déclaratif. Là, on a fait quelque chose de différent. Et dans le déclaratif, le for each, ça s'appelle pas for each. For each, c'est un impératif. C'est pour chaque, tu fais ça. En fait, ça s'appelle join latéral. C'est ce que vous savez déjà tous faire avec un join, sauf qu'il est un peu particulier, ce join. Donc, avant de faire le for each, on a besoin de faire la sélection de ce sur quoi on va for eacher, si on peut dire, mes films. J'ai tous mes films. Et généralement, on fait des jointures. Et on parle de table à gauche et de table à droite. Mais là, je vais avoir une jointure qui va se trouver à l'intérieur, celle-ci, mais elle a du sens à être à l'intérieur et pas être une common table expression. C'est parce que la ligne qui est à gauche va générer quelque chose sur la sous-requête qui est à droite, ici, et donc la table de gauche et la table de droite réciproquement. Donc ça veut dire que à chaque ligne qui est ici, on va avoir une requête différente ici qui ne va sélectionner que les 3 éléments que je souhaite. Donc au lieu de prendre toute la DB, tout joindre et filtrer ensuite, ici pour chaque ligne je ne vais faire que je vais faire qu'une sous-requête. Et l'avantage, c'est que ces requêtes, elles vont être parallélisables puisque pour chaque ligne j'ai une requête. Le système va pouvoir totalement scaler là-dessus. Et j'ai exactement le même résultat. Par contre, je vous invite à bencher la solution parce que des fois, en fonction de vos modèles de données, peut-être que l'autre est encore plus performant. Ça va vraiment dépendre. Mais ça, c'est tout à fait possible. Allez, on descend plus bas avec les serials que je n'aime pas. Il y a un spoil sur ce slide. C'est pas bien. C'est pas bien et pourtant dans toute la presse et dans toute la doc PG, vous allez avoir ce fameux ID serial primary key machin. Ok, ça existe. Qu'est-ce que ça fait derrière? Je fais un insert extrêmement basique ici, avec 4 films. Petite digression, quand vous faites des inserts, faites des returning. Vous n'êtes pas obligé de faire un select derrière. Généralement, quand vous faites un insert, vous avez juste le nombre de lignes insérées. Si vous faites un returning, vous allez avoir les lignes insérées. Donc, le résultat de cet insert, c'est ça. Ça ressemble à un select, mais c'est un insert. Et ce que vous voyez, c'est cet ID. Cet ID-là a été généré et créé, entre guillemets, au moment de l'insertion de chacune des lignes, mais basé sur une séquence. Cette séquence, elle est faite à l'issue de la création de l'ID serial qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez la malchance d'utiliser un ORM, coucou Hibernate, généralement, il a même tendance à créer une seule séquence pour tous les objets de votre modèle, parce que pourquoi pas, tant qu'à faire. Moi, j'aime vraiment pas cette logique, parce que déjà, si on y réfléchit, on a un objet global, cette séquence. Vous allez attaquer votre DB par plusieurs systèmes de requêtes. Vous avez plusieurs instances de vos pods, par exemple. Et ben, le système, il va avoir plusieurs requêtes. Et on a un état global qui va se faire matraquer pour savoir quel est le suivant. Et qui va fournir constamment, ok, le suivant, c'est ça. Donc déjà, on a un petit goulot d'étranglement à ce niveau-là. Ensuite, PG, c'est quelque chose qui scale. Horizontalement, verticalement. Donc plus de CPU, plus de RAM, ok, mais horizontalement, on peut avoir du read, du write. Bah, imaginez synchroniser un état global entre instances en lecture et potentiellement en écriture. Je suis un G système distribué, j'ai mon cœur qui saigne. C'est l'horreur à faire. Et donc on voit qu'il y a une limite. Donc ma recommandation va être d'utiliser ce qu'on appelle des UID. Sur ce slide, il y a marqué UUID, qui est un
une UID spécifique. On verra qu'il y en a quelques autres après. L'idée va être d'activer une extension PG. Alors, dans le monde déclaratif, activer, c'est create. Vous n'avez rien à faire, hein. Vous n'écrivez rien d'autre que create. Si vous utilisez un PG standard, vous n'avez pas recompilé from source, ça marche, c'est dispo. Il n'y a rien à ajouter, c'est built-in. Et derrière, votre ID serial va devenir ID UID. Et derrière, vous allez dire que la valeur par défaut, c'est UID generate v4. On n'aime pas les objets nuls, tant qu'à faire, on va lui dire de générer automatiquement. L'insert est au byte près le même. Il n'y a aucune différence. Le résultat, cependant, est un peu différent. On passe d'une valeur en 32 ou 64 bits pour un integer à quelque chose qui fait plus de 128 bits avec un UID. Oui, ça prend plus de place. OK. Dans la majorité des cas, ça ne vous posera pas de problème. Si vous avez un système d'information qui va nécessiter des milliards et des milliards d'insertions, peut-être que vous allez avoir un goulot d'étranglement là-dessus. Et il existe des UID beaucoup plus compacts, mais les UID V4 standards peuvent faire l'affaire, majorité des cas. Mais il y a quelque chose que vous loupez sur ce slide. En fait, c'est ma faute. C'est difficile de représenter l'absence. Il n'y a pas de séquence. Il n'y a pas d'objet global pour représenter l'UID suivant. Ça n'existe pas. En fait, l'UID va utiliser la source d'entropie de votre système, donc la source de random, généralement basée sur les signaux électriques et compagnie, pour générer l'UID suivant. Donc ça veut dire qu'il y a plus de chances, hormis si votre source d'entropie est totalement fucked up, il y a plus de chances que votre équipe de dev se fasse foudroyer en sortant du boulot, tous ensemble, alors qu'il fait grand ciel bleu. Ça n'arrive pas dans un système cohérent. Donc là, on s'appuie sur l'aléatoire pour éviter les conflits. Et ça marche très bien. Mais si on le fait côté BDD, on peut le faire côté appli. Et donc, générer l'UID avec la source d'entropie de la même manière côté code et éviter le returning. Voire même améliorer votre système en faisant des insert optimistes, en faisant l'insert, en n'attendant même pas le retour, en envoyant un acquittement d'insertion à la UI optimiste, et derrière faire du rattrapage s'il y a une erreur. Et au final, vous avez gagné en perf, votre système est plus fiable, et derrière, vos utilisateurs ont même quelque chose de plus réactif. C'est gagnant-gagnant. Et en termes de sécurité aussi, on y gagne, parce que vous évitez grâce à ça, on appelle les attaques par énumération. C'est-à-dire que quelqu'un peut deviner l'ID suivant parce qu'il vient de faire un insert. Vous savez, ce truc un peu, quand on est développeur et qu'on regarde l'URL, là on se dit, hey, il y a peut-être un truc après, est-ce que les sécurités ont bien été mises? PayPal, par exemple, s'est fait avoir il y a quelques années maintenant, où vous pouviez voir le compte du client d'après, juste en changeant l'ID parce que c'était un incrément. Donc vraiment, même en termes de sécu, c'est une meilleure chose. Donc n'exposez pas un élément autre qu'un UID, c'est mieux. Ok, on descend encore plus. Les contraintes. Juste à côté, il y a un talk qui parle de DDD, des bonnes pratiques pour que votre app représente votre métier et les choses qui vont bien. Moi, je veux faire la même chose, mais pas que dans mon appli. Parce que si vous avez un bug dans votre appli, ça va potentiellement leaker dans la DB. Et j'ai pas envie de faire du nettoyage de DB. Là, ce qu'on va faire, c'est dans le monde audiovisuel, il y a ce qu'on appelle un ISAN. C'est l'équivalent des ISBN des livres, mais pour les films. Donc cet ISAN est un ID fonctionnel unique. Il a un formalisme texte, mais quand même, j'ai l'impression que j'ai perdu mon micro. Et avec certaines contraintes. Donc là, je vais représenter ces contraintes pour éviter que mon modèle soit pété dans la DB. Digression encore, utilisez l'opérateur, n'utilisez pas like. Vous savez, avec ces pourcentages et ces regex un peu pétés là, vous allez là, tilde et tilde étoile, la différence c'est juste case sensitive ou pas, vous allez pouvoir utiliser des regex POSIX directement dans votre moteur de BDD. Cool. Et ensuite, je vais mettre une contrainte d'unicité sur cet ID fonctionnel. Ça fait le taf aussi et ça m'évite les reprises. J'insère quelque chose de totalement débile, un UID à la place de l'ISAN, et j'ai la chose que j'adore le plus en prod, des erreurs. Oui, mais je préfère une erreur BDD pété. Donc là, je vais avoir un système qui va me dire que ce n'est pas un ISAN valide. Je préfère ça encore une fois que de reprendre ma BDD et de la nettoyer. De la même manière, pour un double insert, j'insère quelque chose de valide, ça passe, je le réinsère et non, ça passe pas. Donc là, j'ai un truc qui me dit que ce truc existe déjà.
Ça, c'est super pratique parce qu'après, quand vous faites des sélections, ou vous faites un find one et que vous trouvez deux objets que votre ORM favori pète en vous disant hey, non, on a deux, démerde-toi, bah là, vous ne pouvez pas l'avoir si vous protégez votre modèle. Donc, encore une fois, c'est safe d'avoir ça dans votre code de la BDD. Ça, je l'ai une fois sur une table. Imaginez que j'ai une deuxième table qui ait besoin de l'ISAN. Copier-coller, ça marche. Et je vous le conseille. Par contre, 3 fois, peut-être qu'on commence à voir un pattern et on va se dire qu'on va faire mieux. Et ben, avec PG, on va pouvoir créer des types. Créer les types, alors là j'ai été feignant possible, j'ai créé le type ISAN ici, qui contient juste des blocs, parce que je n'ai pas compris la numérotation et la nomenclature, donc j'ai mis des blocs de 1 à n, et derrière j'ai créé un domaine qui représente peu ou prou le type adossé à un check d'initialisation. Vous voyez que j'ai juste cassé ma regex pour exposer les parties qui vont bien sur chaque bloc, avec les éléments fonctionnels qui sont relatifs à celui-ci. Good. Je peux, avec ça, déjà créer mon premier objet ISAN qui va bien. Qu'on soit clair, ça ne ressemble en rien à ce que j'attends dans la UI avec le ISAN au début et le formalisme. Mais ça représente tout ce qui est nécessaire pour manipuler des ISAN en mémoire. Donc, j'ai gagné. Derrière, si j'insère nul sur le premier, eh ben, ça va péter. Oui, c'est le but. Encore une fois, je veux que mon système soit safe. Et je vais pouvoir faire du idiomatique PG en créant des fonctions text to ISAN, ISAN to text, ISAN equals not equals, ISAN exception potentiellement, et avoir des fonctions qui appellent des fonctions qui appellent des fonctions. Faites pas ça, c'est une horreur. En fait, là, j'ai créé un truc qui s'appelle un type. Vous connaissez tous la réponse à cette question, mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'on doit utiliser avec un type pour que ça fonctionne correctement? Ce sont des opérateurs. En fait, les opérateurs, c'est le pendant. Si vous avez des types, il va bien falloir faire des choses avec ces types. Et dans PG, on va pouvoir créer des opérateurs. Si vous avez deux définitions, pour créer l'opérateur égal ou l'opérateur not égal. Et vous pouvez vous baser sur des procédures ou des fonctions. Et derrière, écrire un truc qui ressemble à ça en bas. C'est simple, c'est clair, c'est précis, c'est concis, c'est facilement débuggable en prod, c'est facilement codable en dev. Moi, perso, je préfère ça au truc imbriqué de tout à l'heure, voire même, et je ne vous le recommande pas, vous savez, cette DB full string, tout champ et string, parce que, au cas où, non, mettez des types, utilisez-les correctement et vous allez vraiment y gagner. Et même le système saura les optimiser. Ces types-là, c'est la raison pour laquelle Michael Sandbreak a décidé de créer PG. Ça n'existait pas avant, il avait ça dans des langages impératifs, il a voulu porter cette logique dans un moteur de base de données et il a eu des récompenses pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à les utiliser, ça a fait ses preuves. Ok, descend encore plus. Si je vous dis qu'on a dans PG un truc qui se rapproche de, alors je ne vais pas dire Kafka, mais RabbitMQ, MQTT, PubSub, un système de message queuing en interne, hyper basique, hyper simple, mais qui sait faire le taf. Je ne vais pas vous détailler énormément ce trigger, mais l'idée c'est que quand je fais un insert, vous l'avez à la fin ici, quand je fais un insert, je veux qu'un truc soit streamé sur ce paramètre qui est le nom de la file de message, film.add. Et en plus, je vais le streamer en JSON. En cas pratique, j'ai une appli qui démarre et qui va juste s'inscrire en faisant un listen sur un paramètre string qui s'appelle film.add, le nom de ma file de message. Rien ne se passe. C'est juste un canal est ouvert entre l'appli et la BDD. Normal. De l'autre côté, une autre appli qui communique avec la même DB, peut-être la même app d'ailleurs, on ne sait rien, fait un insert de 5 films. Cool. Et bien, la première appli à gauche va recevoir, et je ne parle pas de long pooling, d'un truc où ça va fetcher tous les n secondes, hein, on va lui pousser de la data en lui disant voici les films qui viennent d'être insérés dans cette file de message. Alors, il y a deux choses. Je vous ai dit que c'était light. Ça veut dire que c'est du best effort. S'il y a une déconnexion réseau, s'il y a une perte de quoi et que vous ne recevez pas les messages, ouvrez pas un bug. Hein. C'est juste normal, c'est du best effort. Le système peut le faire, mais il ne vous assure pas une fiabilité à la Kafka dans certains contextes. Mais vous avez les infos. Deuxièmement, là j'ai fait du JSON. C'est bien pour une démo, c'est pas bien pour de la prod. En fait,
le volume du message a une taille limitée, on dira. Donc ne streamez que le minimum. Généralement, on recommande de streamer l'ID de l'objet, puisqu'on sait que là on est sur film.add, ça doit parler de film. L'appli derrière va pouvoir faire son select et récupérer, même avec un debounce, donc elle récupère toutes les n secondes, seulement les éléments et elle les repousse à la vue. Mais là, ça veut dire que vous pouvez avoir quelque chose de réactif du back-end, de votre DB pardon, au back-end jusqu'à votre front avec des WebSockets, de l'EventStream ou quoi que ce soit, out of the box, grâce à PG. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Vous l'avez, vous y avez accès. Ok. Un autre élément, et là c'est un vrai retour d'expérience de prod sur celui-ci, que je matérialise avec ma saga de films préférés, surtout le 2, hein, qu'on soit clair. Terminator 2 est juste le meilleur film d'action qui ait jamais été fait, merci James Cameron. Et en fait, cette saga, elle a une particularité maintenant. Ils ont totalement pété les plombs. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 2010, ça allait, c'était logique. Et ensuite, ils ont décidé de faire un soft reboot après le 1. C'est-à-dire que c'était une suite du 1, mais qui annulait le 2, quelle hérésie. Et ça n'a pas marché, donc ils ont fait un soft reboot. Ils s'étaient dit que c'était peut-être les soft reboots qui ne marchaient pas. Après le 2, qui est donc Dark Fate. Ok, question SQL. Quels sont les films que je dois voir avant Dark Fate pour comprendre l'histoire, si tant est qu'il y ait besoin de comprendre l'histoire? En SQL, on va pouvoir utiliser un objet, et sur PG surtout, qui s'appelle les L-trees. Je l'ai utilisé dans un autre contexte, hein, vous imaginez bien. Ce L-tree va permettre de représenter le chemin entre la racine et l'objet que vous avez et que vous représentez, qui peut être cet objet-là ou toute autre chose. Ici, j'ai choisi d'utiliser les ID pour ça, et le point est le séparateur obligatoire. Donc si vous regardez les inserts que je fais, le 1 c'est à la fois la racine et l'objet, donc il n'y a que 1, mais l'autre, le suivant, c'est 1.2. Ok, 1.2.3, 1.2.3.4, vous voyez où je veux en venir, 1.5 pour le cinquième, 1.2.6 pour le sixième. Donc on a vraiment le chemin entre la racine et l'élément, le nœud qu'on représente. Et comme un type ne vient pas seul, ici on a le type L-tree, mais on a des opérateurs. Et alors, c'est une commentable expression, ne vous formalisez pas sur la partie haute. Ici, c'est juste le fait de sélectionner le film numéro 6 qu'on va réutiliser dans cette partie-là où je prends le L-tree du film numéro 6. Et ce qui est important, c'est ce qui est à gauche de ça. C'est sur chacun des films, parce que là, on va reparcourir la table entière, on va regarder si le saga order du film actuel est un ancêtre du film qui est à droite, numéro 6. 1 est bien un ancêtre de 1, 2, 6. On le garde. Un 2 est un ancêtre de 1, 2, 6, on le garde aussi, mais un 2, 3 n'est pas un ancêtre de 1, 2, 6. 2, 3, 4 non plus, 1, 5 non plus, 1, 2, 6 est bien un ancêtre de 1, 2, 6. J'ai la totalité des données que je veux pour voir le numéro 6 et les précédents. Et ça, je l'ai fait avec une seule requête SQL. Ça a tourné en prod pendant des années, ça marche très bien encore d'ailleurs. On a des super opérateurs qui vous permettent même de mettre des regex au milieu pour dire je veux les troisièmes enfants voisins de tel truc et machin. Vous avez une combinatoire de folie sur les opérateurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que le cas d'usage qu'on voulait gérer, il était déjà dans l'aspect SQL de base. Depuis des années d'ailleurs, on était juste passé à côté. Et ça, je peux vous le représenter avec ce modèle. Avec là le preview, ce que j'aurais pu appeler parent d'ailleurs, qui est une clé étrangère, mais pas si étrangère que ça, puisqu'elle pointe sur la table elle-même. On a l'ID qui boucle. Ok. Mes inserts vont ressembler à ce que j'avais tout à l'heure, mais c'est plus des L-trees, c'est juste l'ID du parent. Donc 1 pointe vers nul, 2 vers 1, 3 vers 2, 4 vers 3, 5 vers 1 et 6 vers 2. Je connais ce slide trop bien. Et là, alors, accrochez vos ceintures, tenez-vous à votre siège. Le slide d'après, c'est le pire de la presse. On a ce qu'on appelle une commentable expression récursive. Alors, on se focus. La partie haute, c'est on sélectionne le film 6. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va être sélectionné, il va se passer deux choses avec. Première, ça va partir sur la sortie standard. Vous voyez là qu'on a le film 6 à la fin. Mais ça va être réinjecté dans la deuxième partie de l'union. Et cette deuxième partie, elle va sélectionner le film parent, previous, de celui qu'on vient d'insérer. Donc 6 ici va fournir 2. 2 va apparaître sur la sortie standard, mais il va boucler aussi, récursif. 2 va sélectionner 1, 1 va sortir sur la sortie standard et il va boucler. Et 1 va pointer vers nul, ça arrête la récursion, heureusement, sinon on allait finir sur Stack Overflow. Et on a toutes les datas qu'on veut.
avec du SQL standard, qui n'est même pas spécifique PG, que vous pouvez utiliser dans n'importe quel moteur de données qui sait gérer les communs tables expressions récursives. Quand même, c'est top. Perso, c'est mon état d'esprit après chaque intervention sur une commande table expression récursive. Mais ça marche super bien, encore une fois. Donc pourquoi s'en priver? Ok, on descend encore plus bas. Là, on va vraiment aller dans les entrailles de PG. Les Foreign Data Wrappers. Dans PG, ils ont eu l'idée de se dire, on va vous mettre à disposition quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'utiliser du SQL sur des choses qui ne sont pas du SQL. Le 101 de ça, on peut se dire que ça sert juste de démo, c'est les File Foreign Data Wrapper. L'idée va être donc d'activer une extension, encore une fois, comme tout à l'heure, elle est built-in. Et il y a un peu de cérémonial parce que c'est un fichier, normalement, dans d'autres cas, vous allez le voir après. Cérémonial un peu lourd, mais c'est pas grave. Et on va créer une table. Mais cette table, elle est étrangère. Ok, concept particulier. Je vais lui dire, c'est du déclaratif, j'insiste encore, quels sont les champs de ma table. Et à la fin, je vais lui dire, cette table-là, elle vient de tel élément que j'ai créé avant. Et ensuite, elle représente un fichier de format texte, qui est le fichier etc passwd que vous connaissez certainement, dont le délimiteur est les 2 points, et la valeur nulle et l'absence de valeur, quand on a 2 points d'affilée. Ok, là, je n'ai fait que du descriptif, hein. Je n'ai pas codé un parseur, quoi que ce soit. Je vous promets, il n'y a aucune triche entre ce slide et le résultat de ce slide-là, qui est une requête sur la table qui vous retourne la liste des users qui font du bash, avec du SQL. Out of the box. Je n'ai rien fait entre les deux. En fait, le système va automatiquement se binder et de manière déclarative, vous avez dit comment les choses étaient formées, il va faire son parsing, va faire son montage, va faire sa embrouille et vous remontez ça dans les résultats. Encore une fois, c'est top. Comme tout est fichier sur Linux, on peut même mettre un programme à la place d'un fichier, que vous voyez là. Le premier qui pense à mettre un appel curl là-dedans, stop. Voilà, je le sais, j'en ai vu. Pour plusieurs raisons, c'est pas performant, c'est pas souvent idempotent, donc on peut pas gérer du cache correctement. Et en plus, vous allez voir juste après, il y a une bien meilleure façon. Et c'est pas secure non plus. Mais là, dans ce truc, Find qui fait un LSAL sur tous les fichiers du système et ça me permet d'avoir la liste de tous les utilisateurs, de tous les fichiers RWX sur le groupe Other, donc ceux qu'on peut utiliser à foison. Mais ça, on voit bien que ça a une limite. Mon conteneur Docker qui fait tourner PG, je ne vais pas monter les fichiers de ma prod dessus pour faire du parsing. Donc en vrai, l'idée c'est d'être foreign, mais un peu plus que le file system. Et donc là, on va le faire, ce vrai foreign. Pour l'exemple, quoi de mieux qu'un PG pour aller parler à un autre PG? Donc je vais utiliser le Foreign Data Wrapper qui est built-in Postgres. Je ne parle pas de clustering là, hein. Je parle vraiment de l'idée que un PG va devenir le client, comme votre appli avec un client JDBC ou autre, va être le client de votre DB. Ça va être exactement la même chose. Un petit peu de cérémonial déclaratif, j'active l'extension, je crée les crédentiels, c'est l'équivalent de faire l'URL de configuration JDBC, un petit peu d'impersonnation sur le compte, donc le compte local va utiliser les crédentiels du compte distant, cool. Et derrière, je peux faire ça, créer une table, qui va se mapper sur une table distante. Je ne suis même pas obligé de respecter le modèle distant, par exemple. Ça ne sert à rien de rapatrier toutes les dates si vous demandez que 2 champs. Et je vais pouvoir faire mon select qui va bien. Ici, encore une fois, out of the box, j'ai juste une connexion à ouvrir entre les deux. Super pratique si vous faites des migrations entre plusieurs systèmes. Vous pouvez faire du foreign data entre 2 instances, 2 schémas dans G. Ça marche aussi très bien. Ce qui est top, c'est que là, je ne respecte pas le modèle, donc je peux me limiter qu'à un select, pardon. Mais si je respecte le modèle, je peux faire des selects, des inserts, des updates, des deletes. Je ne suis pas limité. Je peux même aller plus loin en faisant des jointures entre une table locale et une table distante. Ça, c'est juste génial. En termes de manipulation de data, au niveau de mon code, je n'ai pas à me poser la question de où se trouve ma table et faire des jointures au niveau de la glue applicative. Je le fais dans la DB. Mais là, qu'on soit clair, je fais du PG, mais ça on peut le faire avec d'autres choses. Je peux le faire donc avec PG, je peux le faire avec MySQL, je peux le faire avec SQL Server en face, je peux le faire avec Oracle, génial pour les migrations et supprimer vos licences. Je peux le faire avec Neo4j, pourquoi se limiter à du SQL? Je peux le faire avec MongoDB, tant qu'à faire, on va supprimer les problèmes. Et je peux même faire mieux, faire quelque chose qui n'est pas une DB.
C'est Stripe, si vous connaissez le client qui vous fournit du paiement sur applications web et autres, mobile même. Ils fournissent un Foreign Data Wrapper. Donc c'est ce qui va remplacer le cas du curl que je vous ai évoqué tout à l'heure. Un Foreign Data Wrapper qui va se binder sur leur implem REST ou GraphQL. On s'en fout de comment c'est implémenté, mais qui va vous permettre de voir les données que Stripe met à disposition directement au niveau de votre BDD. Donc si vous n'avez plus à faire cette glue applicative entre des appels à des web services et votre appli, c'est directement fait dans la DB et un opérateur, quelqu'un qui connaît la DB et qui sait faire des requêtes, va pouvoir crafter ces requêtes qui vont parler à Stripe et aussi parler à votre modèle. Et à la fin, il vous fournit ça, vous n'avez plus qu'à implémenter le truc applicatif, mais pas de la glue, encore une fois, trop complexe, pour pas grand-chose. Ok, maintenant, mes retours de tout ce qui est bien, pas bien, que j'ai vécu, encore une fois, que du vécu de prod avec PG et le SQL en général. Les mauvaises choses. Tout d'abord, ne faites pas de not in. Si vous avez du not in, je vous le dis, ça va marcher en local, ça va marcher dans toutes vos démos, ça va juste pas marcher en prod dès que vous allez avoir plus d'un certain nombre de data. Et vous ne voulez pas faire comme tous les femmes actuellement avec les IA, jeter juste du hardware et du CPU pour gérer vos problèmes. Là, il y a un problème structurel, c'est votre modèle. Si la seule chose que vous pouvez faire, c'est un not-in, c'est que votre modèle ne répond pas à votre problème. Vous réglez vos problèmes SQL avec votre modèle, pas avec vos requêtes. Donc not-in, bannissez-le, c'est un mauvais élément. Je ne sais même pas pourquoi il est autorisé. Deuxième élément, héritage. On sait tous, même les créateurs de la JVM et de Java en général disent que tout le monde utilise mal l'héritage, c'est pas bon, on l'a mal fait. Le problème c'est que PG s'est inspiré de ce que Java a été au début des années 2000 pour implémenter l'héritage. Ça marche plus, c'est legacy, c'est juste là pour pas payer la moitié de ceux qui utilisent PG encore. Donc ne l'utilisez pas, c'est une fausse bonne idée si vous avez un cas d'usage. Et dernier point, qui croit encore qu'aujourd'hui on peut représenter une date avec un entier qui représente le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70? A priori encore certains, puisque j'ai bossé dans des projets où ils avaient codé ça. C'est une horreur, ça ne se fait pas. Vous êtes obligé d'aligner tout au niveau applicatif encore une fois. Juste non. Dans PG, il y a les timestamps with timezone. Déjà, vous enlevez une épine du pied, ils ne sont pas parfaits, mais ils aident. Donc clairement, n'utilisez pas les timestamps. Un autre point, les points positifs quand même. Il y a plein d'autres choses que je n'ai pas le temps d'évoquer dans une présentation aujourd'hui, mais qui vont vous permettre de faire encore plus avec PG. Tout d'abord, le full text search. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Elasticsearch, qui est un très bon produit au demeurant, qui tourne à côté de votre PG pour pouvoir synchroniser et faire du full text sur un truc alors que votre data métier est sur un autre. PG va vous couvrir peut-être 80-90% des cas d'usage. Pourquoi s'embêter avec des transactions distribuées entre plusieurs systèmes, potentiellement du rattrapage de données, parce qu'on sait que les transactions distribuées, ça ne marche pas malheureusement. Donc, utilisez le full text search qui est déjà dans PG. Vous faites du géospatial? PostGIS, ce n'est pas la meilleure extension PG pour le faire. C'est juste la meilleure extension ever dans la tech pour faire du spatial. Ça défonce Elastic, Mongo. Vous avez des clusters avec des centaines de gigas de RAM qui arrivent à se faire battre par une pauvre VM qui fait tourner un PG mal configuré. Vraiment, on l'a eu sur des benches. Donc, vraiment, si vous faites du géospatial, c'est juste la vie. Et ensuite, j'ai du temps, je fais troller. Sur ce slide, j'ai... ouais, il n'est pas sponsor, on s'en fiche en plus. J'ai recodé MongoDB en 3 lignes. Et excusez-moi, je n'ai pas suivi les specs. Là, je supporte les notions d'acidité, je supporte les transactions, je supporte le SQL parce qu'en plus, j'ai des super opérateurs et je peux rajouter des colonnes que je veux à côté pour faire des jointures propres à côté de modèles objets. Donc là, vous n'avez plus besoin d'utiliser des trucs comme Mongo, vous avez déjà tout dans PG et c'est hyper rapide. Pour dire, il y a des projets, FuretDB, qui sont compatibles avec le driver MongoDB et qui vont translater ça sur du PG. Donc vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Mongo, autre chose que le driver Mongo si votre appli y est déjà. Mieux, Microsoft a fait une release le mois dernier de DocumentDB qui semblerait être leur implémentation en prod du truc qui tourne, qui fait du Mongo style. En fait, c'est du PG derrière. Pourquoi pas? Donc après, on n'a pas les preuves. Et ils l'ont open sourcé, ils ont travaillé avec Furet pour ça, et je comprendrais très bien qu'ils l'aient fait. En dernier lieu, si votre appli
C'est juste un passe-plat entre des données qui sont dans la DB, la valeur de votre entreprise, et l'API REST ou GraphQL. Vous faites pas chier. Utilisez simplement PostgreSQL ou GraphGene. Ils vont lire vos tables ou vos vues, à vous de décider, et ils vont créer automatiquement une API qui va vous permettre d'exposer ça à des tiers avec de l'authentification propre au IDC, JWT et compagnie, avec alors des paradigmes certainement opinionated. Ils vont faire des choix que vous n'aurez peut-être pas fait. Mais l'avantage, c'est que vous allez être prod dans 20 minutes. Vous n'allez pas être obligé de maintenir un produit que vous allez coder à la main à coup de... J'adore Spring, hein, Spring, Quarkus, Micronaut, n'importe quel Node Express et compagnie. Là, vous avez juste out of the box quelque chose qui marche. Vous le branchez sur PG, ça tourne et c'est juste génial. Et pour finir, vraiment, PG, il n'y a plus de questions en fait. Ça tourne partout. Du plus petit Raspberry Pi, et vraiment le 0. Hein. Alors vous allez cramer la mémoire, surtout le disque, parce que ça a besoin de perf sur le disque. Donc généralement on conseille des clés USB dans ce cas-là. Mais jusqu'à la plus grosse VM dans le cloud, vous allez pouvoir installer, faire tourner PG. Il est disponible partout, sans aucun problème, pas de licence et compagnie, vous êtes peinard. Et le truc encaisse, et c'est scalé comme il faut. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez même le faire tourner dans Cube. Moi, je vous recommande Cloud Native PG, qui est, si on peut le décrire, du DBA as a service pour déployer du PG dans Cube. Parce que vous ne déployez pas PG juste en lançant le Docker conteneur comme ça dans Cube. Il faut un opérateur qui va synchroniser, gérer les backups et tout. Cloud Native PG, c'est le faire. Vous lui fournissez un joli fichier YAML et à la fin, il opère le système tout seul. Quand il y a des problèmes, il va faire un recovery, il va basculer les nodes. Si vous pouvez même avoir un cluster en mirroring, read, write et compagnie, il fait tout pour vous. Cool. Mieux, Yugabyte DB. Eux, c'est un fork de PG où ils ont changé la partie stockage qui, au lieu d'avoir les limites de PG actuelles, qui évolueront bientôt, va sortir le stockage et les mettre sur des nœuds dédiés au stockage. Donc il y a le querying d'un côté et le stockage de l'autre. Ça veut dire qu'on est capable de scaler horizontalement avec des nœuds qui vont pouvoir être distribués même à travers le monde sur différentes instances. Et c'est un projet open source que vous pouvez installer on-prem sans aucun problème. Mais le meilleur PG qui existe, c'est le PG que vous n'administrez pas. Voilà. Dans le cloud, moi sur GCP avec Cloud SQL, Crunchy, Ivan, Clever Cloud, ils ont un stand et un très bon service de PG as a service. Vous leur donnez les billes, ils gèrent les backups, ils gèrent les connexions, ils gèrent les authentifications, ils gèrent tout le système. Vous avez juste à plugger votre app et vous ne vous posez pas de questions. Vraiment, ça marche. En allant plus loin, pour cette presse, j'ai utilisé AlloyDB, qui est ce que j'ai décrit avec Yugabyte, donc le PG at scale, mais qui va même aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un cluster cube, c'est managé et serverless. Ça veut dire que vous ne voyez rien, vous avez juste 3 clics dans une UI ou un bout de Terraform ou quoi que ce soit, et vous allez avoir un PG, et on parle vraiment de PG, distribué, multi-région, avec potentiellement des super extensions en plus, comme les éléments AI compatibles PG Vector et autres, pour faire des requêtes d'embeddings et compagnie, si vous voulez être dans la trend AI qui va bien. Et ça, encore une fois, sur étagère, sans aucun problème. Et c'est du PG. C'est-à-dire que votre code, vous pouvez le prendre et le faire tourner en local aussi, avec les mêmes extensions. Vraiment, ce que je souhaitais dire dans cette présentation, de manière répétée, c'est que PG, c'est plus une database, c'est une plateforme. Et cette plateforme, elle vous offre tellement de choses que vous n'allez plus avoir besoin de réinventer la roue continuellement pour certains problèmes. PG est là maintenant pour gérer votre data et l'optimiser de la meilleure des manières. Qu'on soit clair, PG va toujours aller plus vite qu'un code impératif que vous allez écrire sur votre système. Parce que rien que la latence de charger la data, PG sera plus rapide, il aura la localisation de la data. Et il a été écrit pour gérer de la data, très précisément, alors que nos autres langages qu'on utilise, eux, vont être un peu bons à tout faire, mais dès qu'il va falloir les charger un peu, bah, vous allez devoir ajouter CPU et RAM à outrance. Donc PG est vraiment une solution complète, vous lui déléguez tous les problèmes, concentrez sur la valeur métier que vous pouvez amener avec vos applications par-dessus PG. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous allez commencer ou continuer à utiliser PG de plus en plus. Merci.
Et il me reste un peu moins d'une minute. Si vous avez 30 secondes, une très rapide question auquel je répondrai offline peut-être. Allez, une. Tu vas, je pense, ARM aujourd'hui avec les performances. Je répète la question. Quelle architecture CPU pour du PG? Aujourd'hui, les deux sont supportés, ARM x86. ARM prouve à quel point il est performant. PG commence à s'améliorer sur l'ARM aussi, mais ce qui va beaucoup jouer, c'est le stockage. C'est assez moins le CPU au niveau de PG. Donc techniquement, un mauvais CPU avec du bon stockage, tu auras potentiellement des meilleurs résultats que l'inverse. Donc j'aurais tendance à privilégier d'abord du stockage extrêmement rapide, SSD monté directement au cul de la VM, plutôt qu'un très bon CPU avec une latence de folie, avec un stockage SAN ou autre distant. Mais sinon, les deux se valent et l'ARM commence à être de plus en plus performant. Merci, n'hésitez pas.